Certains documentaires de true crime ne font pas que raconter les faits, ils nous poussent à remettre en question ce qui a suivi. Les caméras tournent tandis que les spectateurs font face à des enjeux éthiques, les tragédies étant traitées avec sensationnalisme. Numéro 10. L'histoire d'Elisa Lam est l'une de celles qui ne disparaîtra jamais de notre mémoire collective, surtout pas lorsque la tragédie continue de refaire surface dans les médias. L'événement avec la touriste canadienne de 21 ans a été largement relayé sur les blogs, présent dans de nombreux top 10 et couvert en détail dans des documentaires et séries. Des séries documentaires telles que Crime Scene, la disparition au Cecil Hotel. En 2021, la première et unique saison de la série documentaire a été réalisée par Joe Berlinger et diffusée par la suite. Elle relatait la fin tragique d'Elisa Lam, qui a malheureusement perdu la vie au Cecil Hotel dans des circonstances qui ont depuis été considérées comme accidentelles. Le documentaire dresse le portrait du lieu de l'affaire, le Cecil Hotel lui-même, qui a été le théâtre d'une sombre histoire marquée par de nombreux crimes, criminels et activités néfastes. Après avoir abordé la disparition et la mort d'Elisa Lam, la série plonge ensuite dans la culture Internet toxique et cruelle, où des détectives autoproclamés ont élaboré des théories farfelues et non fondées qui ont conduit à l'implication et au harcèlement de personnes innocentes, entravant finalement les véritables efforts d'enquête. Mais en abordant cet aspect de l'affaire, le documentaire s'est retrouvé mal perçu par les spectateurs et les critiques. Le consensus des critiques, je cite, « une histoire triste, mal racontée ». Un documentaire qui, je cite, enterre le cœur de son affaire tragique sous des théories du complot douteuses et des reconstitutions de mauvais goût. Des spectateurs en colère ont évoqué comment Crime Scene mettait en avant la culture des détectives amateurs en ligne et s'appuyait sur des informations absurdes pour plusieurs épisodes. Aborder le sujet est légitime, mais le fait que les documentaristes aient pris ces théories au sérieux a laissé de nombreux spectateurs insatisfaits. Non seulement le documentaire a tourné en dérision un événement tragique en alimentant des théories du complot, mais il n'a pas apporté les réponses qu'il prétendait fournir, tout en présentant le mystère comme résolu. Numéro 9. The Inventor est un documentaire américain de 2019 produit par Alex Gibney. Il est centré sur l'histoire d'Elizabeth Holmes et de son entreprise Theranos. Theranos a été fondée en 2003 et a révolutionné l'industrie médicale avec sa technologie automatisée capable d'effectuer plus de 200 tests avec seulement quelques gouttes de fluide vital. Des années plus tard, on a découvert que l'entreprise reposait sur un mensonge. Les machines qui ont fait de Holmes une figure révolutionnaire étaient non fonctionnelles ou inexistantes. La supercherie a été révélée en 2015 grâce à une série d'enquêtes publiées dans le Wall Street Journal. Par la suite, des enquêtes réglementaires ont été menées, et finalement les activités de laboratoire de Theranos ont été arrêtées, et Holmes a fait face à un examen médiatique intense. L'inventeur allait ensuite raconter l'ascension et la chute de l'entreprise avec des images inédites de Holmes, alors qu'elle faisait des déclarations grandioses sur sa société et la valeur qu'elle apportait. Le documentaire a atteint son objectif en retraçant l'ascension et la chute de Theranos et d'Elizabeth Holmes, mais il a été critiqué pour ne pas avoir tenu la fondatrice responsable. Le consensus des critiques de Rotten Tomatoes l'a parfaitement résumé, en déclarant, je cite, « L'inventeur refuse de condamner ouvertement les actions de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, mais propose plutôt un aperçu complet du scandale. » Le récit était essentiellement vide. Les spectateurs et critiques ont exprimé leur frustration car le documentaire n'apporte aucune véritable compréhension de l'esprit de Holmes, même si elle plane sur tout le film. Nombreux attendaient une réponse définitive sur ses motivations, mais elle n'est jamais venue. Les critiques ont estimé que le film ressemblait davantage à une critique de cette start-up et moins à un exposé du plus grand scandale médical de l'histoire, orchestré par une seule et même personne. Numéro 8. En 2019, le producteur Dan Reed a sorti un film documentaire télévisé intitulé Leaving Neverland, qui se concentre sur deux hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été victimes du chanteur américain Michael Jackson. Reed présente son film comme une étude psychologique de l'abus sur mineurs, racontant l'histoire via des familles rompées par un prédateur se faisant passer pour une personne de confiance. Le film repose sur des descriptions explicites des agressions que James aurait subies entre 1988 et 1992, et Wade suggère que cela a eu lieu entre 1990 et 1996. Ils affirment que l'agression a eu lieu à plusieurs endroits, notamment au Ranch Neverland, la maison de Michael Jackson.
Ils affirment que Jackson qualifiait ses actes de romantiques, mais ce n'est qu'adultes qui l'ont compris que ce comportement était inapproprié. Le documentaire plonge les spectateurs dans les événements qui auraient eu lieu, l'impact qu'ils ont eu et les conséquences du traumatisme subi par les victimes. Le lavage de cerveau, les séances de thérapie et la méfiance ne sont que quelques-uns des thèmes qui ont dominé le film documentaire Leaving Neverland. Le film est aussi marqué par une perspective unilatérale. Leaving Neverland a fait l'objet de certaines critiques concernant ce récit fortement unilatéral qui a exclu toute contribution des représentants, de la famille ou des amis de Jackson. De plus, l'un de ces hommes, Wade Robson, avait auparavant témoigné sous serment en défense de Jackson, affirmant qu'aucun acte illégal n'avait eu lieu. En 1993, comme lors du procès de 2005, Wade avait déclaré à la police et témoigné sous serment, affirmant que Jackson n'avait jamais eu de comportement inapproprié. En 2013, seulement 4 ans après le décès du chanteur, cette position a été inversée. Et Wade a intenté un procès contre la succession de Jackson, détaillant des allégations d'abus qui auraient duré plus de 7 ans. Il est ensuite intervenu dans le documentaire pour défendre son témoignage d'avoir été victime des abus de Jackson. Les documentaristes n'ont pas interrogé ce revirement, passant de la défense de l'accusé au dépôt d'une plainte contre lui. Leaving Neverland manque aussi totalement de contre-interrogatoire. Michael Jackson est jugé dans ce film, mais personne n'interroge les victimes pour remettre en question leur crédibilité. Le documentaire poursuit son récit unilatéral, dépourvu de crédibilité, en ne présentant aucune preuve qui a finalement conduit à l'acquittement de Jackson. Le film dissèque et poursuit injustement un homme qui n'est pas là pour se défendre ou donner sa version de l'histoire. Cette injustice a entraîné une vive réaction, les partisans et les fans de Michael Jackson se mobilisant pour défendre agressivement son héritage. Numéro 7. The Jinx est une série documentaire américaine sur le true crime, consacrée au meurtrier condamné Robert Durst. La première saison de la série est sortie en 2015 avec 6 épisodes qui retracent la vie de Durst, en particulier la disparition non résolue de sa femme, l'assassinat de l'écrivaine Susan Berman et le démembrement de son voisin Maurice Black. Le sujet est soupçonné d'être impliqué dans les 2 premiers homicides et a avoué le 3e tout en clamant son innocence. Dans cette saison, les spectateurs ont un aperçu d'un large éventail de preuves, y compris une comparaison côte à côte de lettres manuscrites, l'une écrite par Durst et l'autre supposée avoir été rédigée par le meurtrier. Les 2 lettres sont rédigées de manière presque identique l'une à l'autre. À la fin de cette saison, les spectateurs ont droit à un rebondissement majeur, lorsque Durst quitte la salle d'interview sans se rendre compte que son micro est toujours branché, permettant ainsi aux spectateurs d'assister à une tirade discrète et accablante, ce qui donne lieu à une véritable révélation. Dans la 2e saison de The Jinx, la série se concentre sur l'arrestation et le procès qui s'ensuit de Robert Durst concernant l'homicide de Berman. Ici, nous faisons la connaissance d'un témoin clé dans l'affaire, une personne nommée Chinga Chavan. Lorsque Durst est apparu dans le documentaire, il n'avait été ni suspecté, ni arrêté, ni condamné pour les crimes évoqués. Pour tout le monde, il était un homme innocent et libre. Au fil de la série documentaire de HBO, cependant, de plus en plus de preuves allaient émerger, suggérant que Durst n'était pas aussi innocent que tout le monde l'avait cru auparavant, et les documentaristes ainsi que les journalistes le savaient. C'est cette particularité qui a conduit à un examen minutieux de The Jinx, ou plus précisément de ses créateurs, Andrew Jarecki, Zach Stewart-Ponty et Mark Smerling. Car ils ont fait face à des critiques éthiques des spectateurs et à un examen des autorités pour avoir retardé la remise de preuves cruciales. Les preuves incluaient la confession enregistrée à son insu dans la salle de bain et les échantillons d'écriture confirmant que Durst était responsable des crimes. Il a été découvert que les réalisateurs avaient trouvé cet enregistrement audio en juin 2014, soit 2 ans après que l'entretien ait eu lieu. Ils ont retenu cette information cruciale ainsi que la lettre du cadavre correspondante, tout en continuant à monter le reste du film et de la série. Et ce n'est qu'au début de 2015 qu'ils ont finalement transmis cette information aux autorités, juste avant la diffusion prévue du dernier épisode, ajoutant une touche de drame à la sortie programmée de l'exposé. Numéro 6. La série documentaire télévisée Making a Murderer, écrite et réalisée par Laura Ricciardi et Moira Demos, retrace la vie de Stephen Avery, un homme qui a été condamné à tort pour un crime et a purgé 18 ans de prison pour cela. Avery, un homme du comté de Manitowoc, dans le Wisconsin, a été accusé d'avoir agressé et tenté de tuer Penny Bernstone.
La première saison de la série documentaire True Crime tourne autour de la période entre 1985 et 2007, l'arrestation, la condamnation, l'exonération et la libération d'Avery. Elle précise aussi la plainte civile qu'il comptait déposer contre le comté de Manitowoc. 2 ans plus tard, la série révèle qu'Avery est de nouveau arrêté, cette fois pour l'homicide de Teresa Halbach en 2506. Les derniers épisodes de la première saison décrivent une seconde série d'événements, notamment l'arrestation, la poursuite et la condamnation d'Avery et de son neveu, Brendan Dassey. La deuxième saison de Making a Murderer explore les conséquences des condamnations des membres de la famille et se concentre sur leurs 2 familles. Elle se penche également sur l'enquête et les découvertes faites par la nouvelle avocate d'Avery, qui soutient son innocence et affirme qu'il a été contraint à avouer par les procureurs. Une violation de ses droits constitutionnels. Comme pour Living Neverland, spectateurs, critiques et experts juridiques ont jugé le postulat de la série très biaisé. Making a Murderer, disait-il, était partial envers Avery, et cela ressemblait plus à un plaidoyer unilatéral qu'à du journalisme objectif, ignorant complètement le but des documentaires, qui est d'informer. Informer le public de toute l'histoire. La série, cependant, omet systématiquement des preuves clés et manipule des chronologies essentielles qui finissent par suggérer des manquements de la police. Les preuves clés comprennent des éléments à charge, des preuves médico-légales et circonstancielles présentées par l'accusation lors du procès, des preuves balistiques, de l'ADN retrouvé sur le véhicule de Teresa Halbach, des effets personnels brûlés, des appels téléphoniques déguisés, un pseudonyme, ainsi que des demandes spécifiques faites par la défense qui ont été soit brièvement évoquées dans le documentaire, minimisées, déformées pour soutenir le récit militant ou complètement omises de la série. En omettant intentionnellement les preuves scientifiques les plus solides de l'accusation, les documentaristes ont amené les spectateurs à croire que les forces de l'ordre impliquées dans l'affaire avaient piégé Avery de manière malveillante. L'indignation publique a entraîné des pétitions en ligne et des menaces contre les enquêteurs impliqués. L'image déformée donnée par la série a même conduit à une plainte en diffamation contre Netflix et les réalisateurs. Elle a été intentée par Andrew Colbord, ancien sergent du comté de Manitowoc et l'une des victimes, qui a vu sa vie bouleversée par l'émission et qui a maintenant l'impression de se trouver en zone de combat à cause du tollé public. Numéro 5. Plus tôt cette année, Netflix a sorti un documentaire à succès sur le true crime, The Crash, un reportage informatif qui explore les événements bouleversants survenus en juillet 2022 lorsque l'adolescente Mackenzie Shirilla a intentionnellement percuté un mur de briques avec son véhicule dans l'Ohio. L'accident a entraîné la mort du petit ami de Shirilla, Dominic Rousseau, ainsi que de son ami, Davian Flanagan. Mackenzie Shirilla a été reconnue coupable d'homicide et condamnée à 2 peines de prison à vie, avec libération conditionnelle possible après 15 ans. La défense a affirmé qu'elle avait perdu connaissance à cause du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, mais le juge a rejeté cette défense médicale. Les preuves vidéo et l'historique des conflits relationnels ont suggéré une intentionnalité et de la malveillance. The Crash reconstitue cette nuit fatale où Shirilla, Rousseau et Flanagan rentraient chez eux après une réunion de fin d'études secondaires. Le film se concentre sur plusieurs points de vue changeants, en explorant les identités en ligne, des entretiens avec les familles et même une première interview en prison avec Shirilla. Bien que le documentaire ait réussi à explorer différents points de vue et à plonger dans l'esprit de la personne derrière le crime, il est également coupable d'avoir omis certaines preuves accablantes, ce qui a entraîné un examen minutieux et une réaction publique intense, allant même jusqu'à la création de listes des 10 principales preuves qui avaient été laissées de côté dans le film. The Crash présente aux spectateurs les conclusions et explications apportées par le procureur Tim Troop, qui a engagé un expert automobile pour examiner l'accident. Pourtant, tout en envisageant cette théorie, le documentaire n'explore pas l'idée que l'événement n'était pas un accident. Il propose en fait un récit différent au lieu de la conclusion basée sur des preuves. On pensait que le véhicule conduit par Shirilla avait été trafiqué. Le documentaire affirme que quelqu'un aurait coupé ses freins sans en apporter la preuve. Bien que le documentaire parle longuement des images de vidéosurveillance prises la nuit de l'événement fatal, il n'aborde pas le fait que ce n'était pas la première fois que Shirilla empruntait cet itinéraire. Quelques jours avant la tragédie, elle aurait pris cette route qu'elle n'emprunte jamais, ce qui a poussé l'accusation à y voir une répétition et à suggérer une préméditation.
Mais The Crash, ont noté les spectateurs, n'a pas permis d'obtenir de vrais témoignages d'autres que la famille proche et le cercle d'amis principal. Les enquêteurs allaient découvrir que Shirilla idolâtrait Regina George, le personnage fictif de Lolita malgré moi, qui avait une personnalité abrasive et cruelle. Au lieu de cela, le documentaire semble valoriser et humaniser la conductrice tout en traitant maladroitement la famille des victimes. Les spectateurs ont été choqués par le manque d'empathie des parents de Shirilla dans le film. Ils semblaient encourager leur fille, mais plusieurs témoins du documentaire ont déclaré que bien d'autres choses avaient été dites que ce qui apparaissait à l'écran. La famille et les amis ont depuis tenté de combler les principales lacunes laissées par The Crash, notamment en apportant des précisions sur la question de la responsabilité. Les familles des victimes ont également exprimé leur frustration face au fait que le film ait permis à l'auteur des faits d'obtenir une nouvelle tribune et de relancer les polémiques sur les réseaux sociaux, beaucoup protégeant ou tenant Shirilla en haute estime. Une famille a partagé une pétition pour protester contre les auteurs d'infractions qui tirent profit de leurs crimes. Numéro 4. C'est l'écrivaine et documentariste Jenny Popwell à qui l'on doit le film documentaire américain sur le true crime American Murder, La famille d'à côté, qui porte sur les homicides de la famille Watts en 2018 à Frederick, dans le Colorado. Le film s'appuie sur réseaux sociaux, dossiers policiers, vidéos personnelles et textos pour retracer les événements. Le documentaire se présente davantage comme un mystère en found footage centré sur le meurtrier Chris Watts, qui a ôté la vie à des membres de sa famille, ce qui n'est révélé qu'à mi-parcours. Nous découvrons aussi des citations de proches et assistons à des messages de texte accablants. Le documentaire ne se contente pas de couvrir l'ampleur du crime. Il nous entraîne aussi dans plusieurs théories afin d'expliquer pourquoi Chris Watts a commis ces homicides. Un mois après sa sortie, Meurtre américain, La famille d'à côté, était visionné dans pas moins de 52 millions de foyers, ce qui en faisait le long-métrage le plus regardé sur Netflix à cette époque. C'est dans 52 millions de foyers dès le premier mois de sa sortie que les spectateurs ont été témoins d'une invasion de la vie privée et d'une exploitation au nom du divertissement. Le film a essuyé de vives critiques en raison de son caractère voyeuriste et de l'inclusion indiscriminée d'éléments extrêmement intimes. Le public s'est senti mal à l'aise après avoir été témoin d'une violation de la vie privée lorsque le documentaire a révélé des messages privés entre l'agresseur et sa femme. Les messages comprenaient des éléments privés du mariage et des échanges intimes entre le couple, dont l'un allait devenir victime d'un familicide. Les critiques se sont retrouvés à scruter et à remettre en question l'éthique derrière l'exposition de détails aussi vulnérables, qui semblaient également inutiles par rapport au sujet traité. Le documentaire a donné un sens différent au terme global d'exposé. Le film a aussi été vivement critiqué pour avoir exploité la vie en ligne de Shannon Watts. En exploitant intensivement sa présence sur les réseaux sociaux, le documentaire a permis aux internautes d'examiner la vie de la victime, notamment son mariage, sa parentalité et son mode de vie, entraînant un blâme humiliant envers elle. Les critiques jugent que des limites éthiques ont été dépassées pour tirer profit d'un événement troublant. De plus, le documentaire, censé analyser la nature des homicides survenus et révéler pourquoi ils ont eu lieu et ce qui a conduit à une telle brutalité, n'a répondu à aucune de ces questions. Il n'a offert aucune analyse psychologique de l'esprit de Chris Watts et n'a pas exploré les signes avant-coureurs de la violence domestique, se concentrant plutôt sur la dramatisation d'une tragédie. Numéro 3. Ce qu'a fait Jennifer est un documentaire canadien sur le crime réel qui est sorti sur Netflix en 2024, un autre documentaire écrit et réalisé par Jenny Popwell. Il se penche sur l'affaire d'une Canadienne nommée Jennifer Pan, qui a orchestré un troublant complot de meurtre contre ses parents à Markham, en Ontario, en 2010. Cette année-là, Pan avait appelé le 911 pour signaler que 3 hommes armés étaient entrés chez elle et avaient mortellement blessé sa mère, Beecha Pan, et laissé son père, Kwehan Pan, dans le coma. Au cours de l'enquête, les détectives ont commencé à douter de la version des faits donnée par Pan. Les relevés téléphoniques et conversations allaient révéler un lien entre Pan et les tueurs à gages. 4 ans après le crime, la femme avait été reconnue coupable d'homicide au premier degré et de tentative d'homicide sur son père. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle possible avant 25 ans. Ce que Jennifer a fait retrace les événements, l'enquête et les conséquences avec force détails glaçants. Et cela aurait sûrement rencontré un grand succès auprès des amateurs de faits divers si la controverse sur l'IA n'avait pas laissé beaucoup de gens insatisfaits.
Au cours du film, plusieurs spectateurs ont remarqué des anomalies étranges. Des visages déformés, des traits particuliers, des dents modifiées, ainsi que des doigts manquants ou mutilés, ont amené le public et les critiques à penser que les créateurs avaient eu recours à l'intelligence artificielle. Les exemples les plus marquants apparaissent à la 28e minute, où plusieurs photos de l'auteur sont montrées à la suite. Les images montrent une femme heureuse, accompagnée du commentaire. Jennifer était pétillante, joyeuse, confiante et authentique, récitée lors du diaporama sur fond de piano mélancolique. Cependant, sur l'une des images, on peut voir Pan faire des signes de paix, mais les doigts de ses deux mains sont déformés et n'ont aucun sens. Sur l'image, on peut voir des photographes en arrière-plan qui semblent montrer des clichés absurdes. Sur une autre image, l'une de ses dents de devant descend trop bas, fusionnant avec la dent en dessous. Sur la même image, l'une de ses oreilles est déformée. Ce sont des difficultés courantes auxquelles l'IA est confrontée lorsqu'elle tente de représenter un humain, ce qui permet aux spectateurs de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux. Lorsque l'IA est une technologie ouverte et gratuite pour tous, une forte opposition se manifeste, surtout en ce qui concerne la manipulation de vraies personnes et de vrais événements. Les critiques notent que le contenu généré par l'IA est courant dans le divertissement, notamment sur les affiches de films. Mais son utilisation pour créer des images de vraies personnes suscitera sûrement des réactions. Employer ces éléments dans un documentaire de true crime basé sur des faits réels risque de fabriquer la réalité pour manipuler une histoire authentique. C'est une manipulation, réinventer un événement troublant juste pour divertir. L'utilisation possible de l'IA dans ce qu'a fait Jennifer a remis en question l'authenticité. Les journalistes dénoncent l'usage de ces technologies pour altérer des preuves visuelles dans un documentaire non fictionnel. Altérer des archives historiques et créer de fausses images d'une personne réelle constitue une falsification de la vérité. Le producteur exécutif du film a toutefois nié l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le documentaire, affirmant que seul le montage explique ce que voient les spectateurs. Il insiste sur le fait que les anomalies sont normales et qu'elles sont des effets secondaires involontaires de l'amélioration et de l'accentuation numérique. Mais les critiques n'y ont pas cru et ont jugé ces manipulations scandaleuses. Numéro 2. Sky Brogman a réalisé le documentaire américain sur le true crime Dead Asleep, qui suit l'affaire étrange de Randy Herman Jr. Herman a été condamné pour homicide après avoir prétendument mis fin à la vie de son ami d'enfance et colocataire, Brooke Preston. L'enquête de 2021 explore non seulement les événements qui se sont produits, mais aussi la défense de Herman, dans laquelle il affirme être innocent parce qu'il était somnambule lorsqu'il a commis l'acte criminel en 2017. Le film examine la viabilité de la défense très rare du somnambulisme. Il s'appuie sur des interviews avec les équipes juridiques, la famille de la victime, des experts du sommeil et le prévenu, alors incarcéré lors du tournage du documentaire. Les avocats de Herman ont soutenu que leurs clients souffraient de parasomnie, une catégorie générale qui désigne divers troubles du sommeil, entraînant des comportements et des mouvements indésirables. Les avocats ont affirmé que leurs clients n'avaient aucun souvenir des faits. Le film privilégie la défense du somnambulisme, ce qui le rend sensationnaliste au détriment de l'information. Ce n'est pas seulement la priorité au profit sur l'éthique qui a provoqué l'indignation du public, de vives réactions et de fortes critiques sur Rotten Tomatoes. C'était le mépris du consentement de la famille de Brooke Preston pour poursuivre le documentaire. Les Preston ont refusé de participer au documentaire après avoir découvert qu'il visait à pencher en faveur du meurtrier, le présentant sous un jour sympathique plutôt que de le tenir responsable de ses actes. La famille de la victime, profondément bouleversée, a insisté pour que le documentaire ne soit pas diffusé, mais les producteurs ont quand même décidé d'aller de l'avant. Le documentaire allait inclure des enregistrements extrêmement bouleversants, notamment l'appel téléphonique passé au service d'urgence. Lorsque les détectives ont annoncé la tragédie aux parents, des critiques ont dénoncé ce manque d'empathie comme un exemple de true crime non éthique, et des spectateurs ont qualifié Dead Asleep de répugnant. La famille de la victime a lancé une pétition pour forcer Hulu à retirer le documentaire, affirmant qu'il a été diffusé sans leur accord. D'autres membres de la famille ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour informer que le film a été fait sans leur accord. Il a été réalisé malgré l'insistance de la famille pour qu'il ne soit pas fait. Le public a constaté que Dead Asleep n'est pas un documentaire informatif sur une affaire criminelle, mais l'exploitation d'une victime dont l'homicide a été utilisé comme appât à clic. Numéro 1. L'arnaqueur de Tinder est un documentaire britannique sur un fait divers réalisé par Felicity Morris.
Il a été diffusé sur Netflix en 2022, donnant vie à l'histoire de Simon Leviev, qui a utilisé la célèbre application de rencontre Tinder pour entrer en contact avec des personnes sans méfiance et les manipuler émotionnellement afin de financer son train de vie luxueux. Il prétextait avoir besoin d'argent pour fuir ses ennemis et obtenir un soutien financier de ses victimes. Le film se concentre sur le riche magnat du diamant, Globetrotter, qui a infiltré la vie de femmes en ligne et les a escroquées de millions. Il révèle comment des journalistes d'investigation norvégiens ont exploité leur travail de détective pour découvrir la véritable identité de Leviev, confirmant que son vrai nom était en réalité Shimon Hayat grâce à sa petite amie, Eileen Coleman. Ils ont ensuite publié son passé sombre et frauduleux et ont révélé qui il était vraiment. Bien que l'arnaqueur de Tinder ait reçu une note exceptionnellement élevée, 97% sur Rotten Tomatoes, et des critiques très positives de la part des professionnels, le documentaire a tout de même rencontré quelques réactions moins favorables. Victimes d'une arnaque internationale, les femmes du documentaire ont subi un important harcèlement en ligne après avoir été mal représentées dans le film. Essentiellement, cela a créé un espace pour des discours blâmant les victimes et pour la misogynie. Les critiques sur les réseaux sociaux ont affirmé que les femmes non liées aux escrocs étaient des chercheuses d'or qui méritaient ce qui leur arrivait pour avoir succombé à un homme riche. Les victimes ont été interrogées sur les raisons de leur crédulité, ce qui a finalement détourné l'attention de l'objectif du documentaire, qui était de mettre en lumière la méthode de manipulation psychologique hautement sophistiquée utilisée par l'escroc pour obtenir ce qu'il voulait. Au lieu de laisser l'enquête remplir son objectif, la culture du blâme des victimes a déplacé le récit, révélant une fracture sexiste où les femmes sont dépeintes comme manquant d'intelligence. Le documentaire véhicule involontairement ce récit, Simon Leviev étant présenté comme rien de plus qu'un escroc innovant que les victimes auraient dû démasquer. Cependant, les femmes n'étaient pas les seules mal représentées dans l'arnaqueur de Tinder. Leviev voyageait aussi avec son garde du corps, Peter Kuleski, qui apparaît souvent dans le film. Il a été présenté comme protégeant les activités illégales de Leviev, alors qu'en réalité, il faisait simplement son travail pour garantir la sécurité physique de Leviev. Kuleski a menacé Netflix d'une action en justice et dans une lettre de mise en demeure qui leur a été envoyée, il affirme que l'arnaqueur de Tinder l'a présenté sous un mauvais jour et n'a pas obtenu sa permission pour utiliser les vidéos ou les images de lui dans le documentaire. Il a depuis affirmé que le film avait porté atteinte à sa réputation et l'avait empêché de travailler. Kuleski a indiqué avoir aussi été escroqué par Leviev et attendre encore son argent de l'arnaqueur. Kuleski insiste pour que le documentaire soit retiré de la plateforme, que Netflix présente des excuses publiques et que la plateforme lui verse 5,6 milliards de dollars en dédommagement. Netflix a refusé de commenter ce dilemme en cours lorsqu'ils ont été contactés par des journalistes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Inconnu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.